France Inter. Radio Star Berlin. It's morning edition from NPR News. France Inter, le 18-20. Préférez-vous vivre dans un monde ultra-religieux, aux idées passéistes, où mariage gay, avortement, enfants hors mariage sont bannis, ou préférez-vous avoir le choix de vos vies, de vos modes de vie, mais surveillé constamment par une puce que vous avez sous la peau? C'est un cauchemar auquel nous invite Douglas Kennedy, qui est avec nous pour son roman qui sort aujourd'hui, un cauchemar de 2045, mais qui nous parle quand même furieusement de l'Amérique de 2023. Le bruit du monde ce soir est en Finlande, qui partage, comme vous le savez, 1300 km de frontière avec la Russie. Ça veut dire que depuis 80 ans, tous les Finlandais savent quoi faire en cas de gros soucis, hommes et femmes. Ça s'appelle la stratégie de défense totale, et c'est Carlotta Morteo qui va nous aider à rentrer chez les gens pour nous aider à comprendre ce que ça veut dire. Le bruit du monde, la suite, sous les radars, Sébastien Legénie a trouvé la NASA qui a fait sa première réunion publique sur les ovnis. Une disciple de Charles Manson, donc, qui pourrait sortir de prison, et l'émir Abdelkader qui va surplomber Oran en Algérie. 18h50, l'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes, avec Angélique Boin et cette question: comment protéger les élections européennes de l'année prochaine des ingérences étrangères? 18h55, le monde d'après de Franck Madvon et cette COP28 à venir aux Émirats. Est-ce que ce monde est sérieux? Franchement, le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir. Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde. Bonsoir Douglas Kennedy. Bonsoir, Merci ravi d'être chez vous. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le plus francophone, le plus francophile aussi des auteurs américains, à la fois très lucides et très désespérés de l'état de votre pays, Douglas Kennedy, qui parfois vous fait peur, et vous avez mis cette peur sur du papier en faisant, je le disais, un véritable cauchemar. Et c'est ainsi que nous vivrons. C'est le titre de votre roman qui est paru chez Belfond. Et si c'est bien ainsi que vous vivrez dans l'Amérique de 2045 que vous décrivez, vous vivrez dans une Amérique qui a décidé de divorcer officiellement, de se diviser, de recréer une frontière avec une confédération unie d'un côté, une république unie de l'autre. Et je me disais, en vous lisant, Douglas Kennedy, que c'est le roman d'un renoncement, en fait, d'une Amérique qui a renoncé. Renoncé à se parler, renoncé au compromis qui est censé être le sel de votre histoire politique, et finalement opté par le divorce en se disant, de toute façon, comme on n'y arrive pas, on cherche plus. Pour moi, en fait, le roman a commencé pendant le confinement. Et après la mort de Ruth Bader Ginsburg, la justice de Cour suprême la plus progressiste, c'était clair que Trump va nominer Amy Coney Barrett, qui est un catho-fanatique. À la fin de l'avortement, j'ai dîné à l'extérieur. C'était le confinement avec un ancien camarade de classe qui est un golden boy de Wall Street, hyper riche, mais cool pour un homme avec 50 millions de dollars. Plutôt quoi, mais progressiste. Et il me dit, j'en ai marre des voyous du Sud et en fait du Midwest. Qui a le pouvoir dans ce pays? C'est les deux côtes. Mm-hmm. La Californie, c'est la 4e économie la plus importante du monde. Mm-hmm. Et on est à New York. On n'a pas besoin de reste. Mm-hmm. On contrôle tout. Un divorce. Immédiatement, j'ai pensé, ça c'est une idée. Pour moi, j'ai commencé à réfléchir. Je ne suis pas quelqu'un très de la science-fiction. Mm-hmm. Et non, donc, ce n'est pas un roman avec des vaisseaux spatiaux ou des zombies ou des martiennes. Et aussi, j'ai commencé à réfléchir de George Orwell, 1984. Ouais. Mais peut-être, en fait, pas une victime du système, mais une narratrice qui est infiltrée dans le système, un flic dans la sécurité qui commence à avoir des doutes à cause d'un secret de famille. Donc, j'ai créé un décor que j'espère est très proche d'aujourd'hui. C'est 23 ans, oui, en fait, en avance de maintenant. Et comme vous avez dit, maintenant, il y a 2 pays et la Nouvelle République qui est le pays préférable parce que ce n'est pas une théocratie. Mais le président, depuis 12 ans, ça c'est un détail intéressant, 12 ans, est un milliardaire de la technologie. Quelque chose entre Steve Jobs et Elon Musk, quelque part au milieu de ça. Ouais. Pas moins libertarien que Musk, un peu plus à droite que Jobs. Oui, et Gates aussi. Oui, et aussi j'ai pensé naturellement de Jeff Bezos. Mais c'est intéressant
parce que ce personnage-là, de ce côté-là, en fait, le choix, c'est soit Big Brother, donc une surveillance totale, soit une inquisition totalement totalitaire et religieuse. Oui, mais de l'autre côté, en fait, la Nouvelle République, le vernis est magnifique. Oui. L'éducation est gratuite. Oui. Le système de santé, impeccable. Les inégalités ont été amoindries, oui, effectivement. Et donc, en fait, Chadwick, le président, a fait un pacte faustien avec des gens comme nous, des intellectuels, des journalistes, des bobos. Mais la vérité derrière de ça, c'est une surveillance totale. Il n'a pas une vie privée, il n'a pas une vie intime, tout est enregistré. Et au milieu de ça, voici en fait ma narratrice, un agent Stangl, son père qui est un écrivain de mon âge, avec la nostalgie. Oui, tout à fait, la même date de la naissance. Son père est un nostalgique, c'est marrant parce que il y a plein de passages où est-ce que tu te souviens de comment c'était avant? Est-ce que tu te souviens de l'époque où l'Amérique n'était pas divisée? Donc au fond, ça veut dire que même dans l'Amérique d'aujourd'hui, Douglas Kennedy, même chacun sait comme vous, effectivement, que la réconciliation est très difficile, mais vous avez tous la nostalgie de ce moment où il y avait des choses qui vous rassemblaient. Vous vous souvenez de ce qui vous rassemblait à ce moment-là, que peut-être... Non, en fait, de plus en plus, je pense que il y a deux Amériques et on se déteste. Ouais. Ça, c'est vrai. En 88, mon deuxième livre, c'était un récit de voyage au pays de Dieu. J'ai voyagé dans le sud des États-Unis parmi des évangélistes, des néo-chrétiennes. Et j'ai pensé, oh mon Dieu, voici le début d'une vague qui va contrôler tout dans 20, 30 ans. Et pour moi, deux choses, en fait. Tout le monde m'a demandé pendant le confinement, avez-vous une idée pour un roman au sujet de Covid? Et j'ai répondu, non, mais c'est trop tôt. Mais avec le 11 septembre, pour moi, ça, c'était la frontière. Et le 11 septembre, quel était le résultat de ça 15 ans après? C'était Trump. Mais aussi, c'était la droite partout. Et donc, en fait, honnêtement, j'ai une nostalgie pour une période quand il n'a pas un parti républicain extrême, où aussi il y avait une classe moyenne à Manhattan. J'ai grandi comme un membre de la classe moyenne à Manhattan, où franchement il y avait une certaine égalité, même si dans un système hyper-capitaliste. Maintenant, la classe moyenne est morte aux États-Unis. Et la colère est partout. Ce que vous dites à travers votre livre, c'est que, en tout cas moi c'est ce que j'ai senti en le lisant, c'est que il n'y a pas d'issue. Et quand je dis ça, vos deux personnages principaux se retrouvent dans ce que vous appelez la zone neutre que vous avez située à Saint-Paul, Minneapolis, dans le Minnesota. Et alors on va surtout pas raconter la fin, mais je suis en train d'essayer de voir comment je vais le formuler pour éviter justement de raconter la fin. Mais on se rend bien compte que, au fond, on ne sait pas qui a raison et qui a tort, qui est dans le bon côté de l'Amérique et qui est dans le mauvais côté. Chacun se rend bien compte qu'il est dans un drôle de côté, mais sans vouloir réellement renoncer à rien. Et vous nous laissez là-dessus, en fait. Comme si, au fond, vous vous disiez vous aussi, de toute façon, en l'état, il n'y a pas d'issue, en fait. Non, ça c'est le problème. Mais en fait, les dialogues politiques maintenant, ce n'est pas un dialogue politique. En fait, c'est la colère. Tout le temps. Et clairement, ça c'était une de mes stratégies, le fait que, la Nouvelle République plus progressiste, mais complètement totalitaire light, peut-être. Donc, qui a raison ici? Personne. Ça, c'est la vérité. Et vous dites, vous l'avez un peu rappelé, vous dites que tout a commencé au moment de Trump, et c'est marrant tel que vous l'écrivez, puisqu'on se replonge dans des livres d'histoire, puisqu'on est en 2045, et vous dites aujourd'hui, les chercheurs et l'histoire contemporaine désignent toujours 2016 comme le moment où tout a basculé, où les divisions grandissantes au sein de la population américaine sont devenues irréparables. C'est l'année où le pays a élu comme président un gangster de l'immobilier dont la renommée nationale reposait sur une émission de télé-réalité. Est-ce que c'est vraiment lui la faute, Douglas Kennedy, ou est-ce que l'Amérique était prête à accueillir cet homme-là et qu'il en a fait son beurre? Je pense que, en fait, Trump était le résultat de beaucoup de choses. Et surtout, c'était extraordinaire. Il a suivi Obama. Je me souviens très très bien de 2008 et c'est dans le livre votre aussi. Personnage aussi se souvient. Est-ce que tu te souviens de 2008 Oui, 2008. En fait, quand tout le monde pensait, oh mon Dieu, on a changé le pays. Et 8 ans après, on a eu franchement un fasciste.
à la Maison Blanche, et avec le soutien de beaucoup de gens, en fait. Le problème maintenant aussi aux États-Unis, le grand débat aux États-Unis depuis les années de Reagan, c'était qu'est-ce que c'est l'idée de l'État? C'est ça? Qu'est-ce que c'est l'idée de l'État? Et avant ça aussi, Nixon, en 68, il a gagné la Maison-Blanche avec une stratégie de convertir le Sud, qui est toujours démocrate, du Parti républicain, avec beaucoup de sous-textes racistes, mais aussi l'idée que vraiment il y a des vrais Américains en Amérique profonde. Et les deux côtés, c'est des élites, des snobs, des intellectuels. Ça, ce n'est pas des vrais Américains. Nous contre eux. Et ça c'était le début d'une guerre culturelle qui continue maintenant. Et franchement, c'est 8 fois que ça maintenant. Ça, c'est la vérité. Et donc, c'est intéressant. J'étais à Saint-Malo ce week-end. Festival des grands voyageurs. Oui. Je suis à côté de quelques Américains, écrivains américains. Et j'ai commencé à parler de ça. Quelqu'un m'a dit, ah oui, mais j'ai des voisins qui votent pour Trump, mais qui sont très sympas cool, quand même. oui, sympas. On peut avoir une bière. Et j'ai répondu, j'ai des mecs comme ça aux États-Unis. Oui, mais ça c'est sentimental. Excusez-moi. La vérité, maintenant, il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui pensent, si on n'a pas une démocratie, et alors? C'est marrant parce que dans votre livre, on a du mal à voyager, il faut des autorisations spéciales. Votre héroïne se retrouve à Berlin à un moment, mais au fond, vous nous décrivez, nous, aussi dans un État qui n'est pas aussi proche que les États-Unis, mais honnêtement pas loin, puisque pour vous, la France a déjà viré à l'extrême droite, l'Italie aussi, et quand on regarde l'actualité, vous avez dû l'écrire il y a quoi, 1 an et demi, 2 ans, ce livre, le temps d'être imprimé et traduit. Entre-temps, vous avez eu raison, vous parlez de l'Espagne qui a viré au fascisme, on voit à la dernière élection où Vox est arrivé en tête dans 15 des 17 régions. Vous parlez de l'Espagne, de la France, de l'Italie. Tout le monde a vrillé, en fait. Et le Royaume-Uni, voilà. Oui. Et on est au bord de ça aujourd'hui, Douglas Kennedy. Oui, on est là-bas. En fait, la précipice n'est pas loin. Et pour moi, j'ai dit ça fréquemment. La grande gouffre aujourd'hui, surtout aux États-Unis, c'est l'éducation. Ouais. Parce que ça a été diminué par l'État. L'éducation publique était extraordinaire après la Deuxième Guerre mondiale. Et depuis ça, si on peut payer pour ça, on a des universités extraordinaires. Mais la plupart de la génération de mes enfants ont des dettes de $200,000. Avant même de commencer. Oui, tout à fait. Et ça, c'est tragique. Mais aussi, en fait, le fait que de plus en plus, en fait, on vit dans une version numérique des années 30. Je pense tout le temps, on est au milieu des années 30 maintenant. Et comme j'ai dit, la précipice est juste à côté. La fameuse, le côté totalitaire et religieux de votre Amérique est très religieux au sens vraiment inquisition du terme. Et je voudrais juste lire un tout petit extrait de ce que ça veut dire de l'autre côté quand on a une puce sur soi. Ça dit: mon budget carnivore est calculé en fonction de mon taux de cholestérol. Une puce électronique implantée dans mon cerveau surveille chaque aspect de mon existence, y compris la quantité de viande rouge que je mange. La plupart des entreprises exigent aujourd'hui que leurs employés limitent leur consommation d'alcool, de médicaments, de malbouffe, etc., etc. C'est absolument terrifiant. Après, il y a l'échappatoire. En dehors des petits endroits où on peut se parler sans être entendu, il y a la culture. Oui, de votre héroïne, vous avez fait, de l'alias de votre héroïne, vous avez fait une critique de cinéma. De son père, vous avez fait un auteur de romans. Le refuge de la culture existe encore. Est-ce qu'il existe encore ou pas? Oh oui, tout à fait, tout à fait. Et je suis en fait un accro de la culture. En fait, je sors tous les soirs. Je vis aussi à Berlin. J'ai un abonnement de 5 séries de la Philharmonie de Berlin. Je suis régulièrement à la Philharmonie de Paris, au Duc de Lombard, Sunset Sunside, en fait, oui. Et le cinéma, tout le temps.
je vois 3-4 films par semaine et 2-3 concerts par semaine. Donc ça, c'est mon église. Ouais. J'ai dit ça une fois, je ne crois pas en Dieu, mais je crois en Johann Sebastian Bach. Et en même temps, dans votre livre, Douglas Kennedy, la question elle se pose parce qu'évidemment le Roi Lear a été réécrit, par exemple, le Roi Lear est tellement d'autres choses. Lorsqu'elle passe de l'autre côté, votre héroïne se rend compte que tous les Faulkner, les Tennessee Williams, etc., tout ça a été récupéré par l'Amérique puritaine. On en fait ce qu'on en veut de la culture, on le voit bien aujourd'hui aussi. Oui, non mais dans en fait ce nouveau monde, elle ne parle jamais des artistes actuels. C'est vrai, jamais. Et ça c'est un filigrane, jamais. Parce que j'imagine, c'est très difficile de devenir écrivain dans un système où on ne veut pas poser de questions, où c'est dangereux, où on doit autocensurer tout le temps. Et pour moi, en fait, regardez maintenant le Texas. Greg Abbott, en fait, le voyou qui est le gouverneur, il a une liste de 400 livres interdits maintenant. Ça commence. Est-ce que vous envisagez, des fois vous l'avez dit, vous êtes souvent à Berlin, je me souviens qu'on s'était parlé pendant le confinement, vous étiez en Suède, vous voyagez beaucoup, Douglas Kennedy, vous êtes francophone. Est-ce que des fois vous vous dites, je vais plus y habiter dans cette Amérique en fait, parce que je sens qu'on arrive vers ce que je suis en train de décrire là pour 2045 ? Je reste américaine et je vis dans le Maine, j'ai un appart à New York. J'adore mon pays et j'ai peur de mon pays. En même temps, j'ai un passeport irlandais. Donc j'ai l'assurance. Et j'ai une hypothèse au sujet de la vie. Tout est supportable avec un billet aller-retour. Avec un billet aller-retour. Merci beaucoup. Ce sera une jolie conclusion, Douglas Kennedy. En tout cas, ça s'appelle « Et c'est ainsi que nous vivrons ». Rien que la formulation dans le titre nous invite pas à l'optimisme, mais néanmoins, c'est ainsi que nous vivrons. C'est publié chez Belfond et allez-y, vous allez voir, ça vous fera peur aussi de cette Amérique-là. Merci beaucoup, Douglas Kennedy. À très vite. Le 18-20, Fabienne Synthèse sur France Inter. La suite ce soir, c'est le bruit du monde. Ça se passe en Finlande où, avec 1300 km de frontière avec la Russie, on sait très bien se préparer au pire et vous verrez ce que ça veut dire. Pour aller jusqu'à 19h ensemble sous les radars, Sébastien Logénie. Nous irons en Algérie avec bientôt une statue géante d'une figure de l'anticolonialisme, l'émir Abdelkader, qui trônera au-dessus de la ville d'Oran à 42 mètres de haut. L'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes, c'est Angélique Boin. Bonsoir Angélique. Bonsoir, les élections européennes de 2024 sont-elles menacées par les ingérences étrangères et la désinformation? Les eurodéputés s'en inquiètent. Le Monde d'après, c'est vous, Franck Madbon. Bonsoir Franck. Bonsoir. La COP28 aura lieu cet automne aux Émirats. Droits de l'homme, lobby pétrolier, cette COP devient de plus en plus embarrassante pour l'Occident. Allez, à tout de suite tout le monde. Le tour de la planète n'est pas fini. Il passe par Cincinnati avec les Nationals. Eucalyptus, c'est le titre, extrait d'un tout nouvel album qui est sorti cette semaine. What about the TV screen? What about the undeveloped cameras? Maybe we should bury these. What about the last of the good ones? What about the ceiling fans? What if we move back to New York? What about the moon drop light? You should take it, 'cause I'm not gonna take it. You should take it, I'm only gonna break it. You should take it, 'cause I'm not gonna take it. You should take it, you should take it. What about the rainbow eucalyptus? What about the instruments? What about the cowboy junkies? What about the Afghan wigs? What about the mountain valley spring? What about the ornaments? What if I reinvented again? What about the moon drop light? You should take it, 'cause I'm not gonna take it.
Le bruit du monde est en Finlande, où on n'aime pas être pris par surprise. Je ne vous apprends rien, la Finlande a toujours regardé d'un œil un peu inquiet son très grand voisin russe et ses 1300 km de frontières. Et savez-vous que la Finlande est dotée d'une stratégie dite de défense totale, qui est l'une des plus abouties au monde. Toute la société civile y est impliquée, ça veut dire service militaire pour les hommes, formation à la défense civile pour les femmes, bunker pour tous. En Finlande, être prêt au pire, c'est plus qu'une politique depuis 80 ans, c'est un état d'esprit. Et le reste, c'est Carlotta Morteo qui raconte. À 10 minutes en bateau du centre-ville, l'archipel fortifié de Suomenlinna. À l'origine, la forteresse a été construite quand la Finlande faisait partie de la Suède, à la fin du XVIIe siècle. Puis en 1809, on est devenu une province de la Russie, jusqu'en 1917, quand on a gagné notre indépendance. C'est un bâtiment qui nous rappelle qu'on doit être capable de se défendre. Sur l'île, Reidar Vasenius a le privilège d'accéder au plus grand sauna de Finlande, réservé aux officiers de marine et aux réservistes comme lui. Son service militaire a duré 11 mois, c'était il y a 35 ans. Clairement, quand la Finlande dit qu'elle a presque 300 000 réservistes immédiatement mobilisables en cas de conflit, on peut s'interroger sur la qualité de ces hommes, malgré la quantité. En termes de compétences, est-ce qu'on se souvient de tout ? Certainement pas. Mais à mon avis, la vraie question c'est, est-ce qu'on a la volonté ? Est-ce qu'on est mentalement prêt à servir ? Et pour la plupart des hommes, la réponse est oui. Nous passons près d'un monument aux morts qui commémore la guerre d'hiver, quand en 1939, le pays a été envahi par la Russie, la capitale bombardée et une partie du territoire, la Carélie, annexée. Quand mes grands-parents me racontaient leurs souvenirs, ils étaient à vif. C'était très émotionnel. L'idée fondamentale qu'ils nous ont transmise, c'est on ne sait jamais quand ils vont revenir. Dans les entrailles de la capitale, 5500 abris anti-atomiques parfaitement entretenus peuvent abriter 900 000 habitants, soit 300 000 de plus que la population d'Helsinki. Les centres commerciaux ont leurs abris, les nouveaux hôpitaux aussi, les immeubles bien sûr, les écoles ont des bunkers. En fait, on en construit sans arrêt. Nina Järvenkylä du département des secours nous fait visiter cet immense bunker construit en 2003 à 20 mètres de profondeur. En temps de paix, tu peux y faire ton sport, garer ta voiture et même aller nager puisqu'un des abris sert de piscine. Ils ont un double usage. 600 lits de camp, autant de latrines, du matériel d'infirmerie et d'énormes cuves d'eau sont prévus. L'entretien des abris, la réparation des systèmes de ventilation et bien d'autres cours de résilience et de défense civile sont aussi subventionnés par le ministère de la Défense en Finlande, notamment pour les femmes. J'ai suivi des stages de survie en hiver et en été. J'ai pris des cours de tir aussi. Eya Eriksson, 51 ans, professeur des écoles. Au départ, j'ai commencé pour moi, par curiosité. Mais l'agression russe sur l'Ukraine a changé ma perspective. Il y a des compétences que tous les Finlandais devraient avoir. En 25 ans, plus de 100 000 femmes ont été formées par l'Association nationale des femmes pour la protection civile, un organisme subventionné par le ministère de la Défense finlandais. Sortir de sa zone de confort, ça enseigne la résilience. Suvi Axela en est la coordinatrice. Il est bon que tout le monde sache comment survivre sans électricité, sans toilettes, sans eau potable. La sécurité et la préparation sont avant tout une attitude mentale. Un cours récemment ajouté au programme est toujours complet. La désinformation, les fake news. Quels groupes les propagent ici en Finlande? Comment contrer leur discours? Marietta, journaliste et patriote, participe à cette simulation de guerre informationnelle sur les réseaux sociaux animée par Kristina Forsgaard, experte en communication de crise. Dans ce genre de simulation, il faut mettre de côté ce qui fait de toi un être civilisé, surtout l'équipe qui est dans le camp des méchants. Puisque son objectif principal, c'est faire du mal, de trouver les points faibles et de manipuler l'esprit de l'autre équipe. C'est un exercice mentalement très difficile. Donc un psychologue est présent. Il faut se dire que c'est une sorte de vaccination face aux tentatives de déstabilisation.
L'État finlandais fait aussi des réserves de blé, de pétrole, de médicaments, de tourbes et de matériaux critiques pour l'industrie, de quoi survivre entre 6 et 9 mois. Je vais le dire de manière un peu directe, mais la Finlande est obsédée par une potentielle attaque de la part de la Russie depuis 80 ans. C'est l'un des rares pays européens à s'être préparé à une guerre terrestre, comme on le voit en Ukraine, une guerre à l'ancienne. Minna Olander est chercheuse à l'Institut finlandais des affaires internationales. La Finlande a l'une des plus grandes forces d'artillerie d'Europe, une défense aérienne sol-air. Donc maintenant, les capacités finlandaises sont intéressantes pour l'OTAN, puisque son analyse des menaces à long terme s'avère être juste. L'approche finlandaise implique d'être conscient de ce qui peut être exploité par l'ennemi dans ta société, dans ton cadre légal, dans ton niveau de préparation. Je pense que c'est ce qui est particulièrement intéressant, cette imbrication du civil et du militaire en matière de défense. Aujourd'hui protégée par le parapluie de l'OTAN, la Finlande n'a toutefois aucune intention de baisser la garde, mais plutôt de partager son savoir-faire. Carlotta Morteo à Helsinki pour Un jour dans le monde. Le bruit du monde, la suite, c'est l'actualité internationale passée sous les radars. Et c'est Sébastien Logénie. J'adore. David Vincent les a vus. Nous avons donc reconnu le célèbre générique des Envahisseurs, les extraterrestres qui continuent à fasciner au point que la NASA a tenu hier sa première réunion publique sur les ovnis, Sébastien. Oui, c'est un sujet tout ce qu'il y a de plus sérieux pour l'agence américaine qui a lancé l'an dernier un programme scientifique spécifique. 16 experts ont été missionnés pour se pencher sur cette question qui fait flamber les fantasmes. Et hier, les 16 éminents scientifiques ont tenu leur première réunion de travail, donc pendant plus de 4 heures, retransmise en direct sur le site de la NASA. Un exercice de transparence inédit. L'idée était de montrer que les chercheurs et les autorités n'avaient rien à cacher. Ils n'ont pas hésité, par exemple, à présenter des images très mystérieuses qu'on appelle non pas des ovnis, mais des pans des phénomènes aérospatials non identifiés. This is an example of one that I showed at the hearing recently. This is a spherical orb. On entend ici un fonctionnaire du Pentagone montrer à l'écran une étrange vidéo. On y voit un objet sphérique aperçu au Moyen-Orient l'an dernier, volant à grande vitesse, ne présentant aucune menace, mais toujours inexpliqué à ce jour, avoue le militaire. Une deuxième vidéo montrait le 3 points semblant se déplacer d'avant en arrière de façon énigmatique. Là, on a l'explication. Il s'agissait en fait d'avions dans un couloir aérien dont les mouvements de va-et-vient étaient causés par des oscillations du capteur vidéo lui-même. Au total, 800 phénomènes aériens non identifiés, des pans donc, ont été collectés par le ministère de la Défense américain, mais seulement 2 à 5% sont considérés vraiment comme anormaux. Et selon les experts, il n'existe à l'heure actuelle aucune donnée explicite suggérant une connexion entre ces phénomènes et une possible vie extraterrestre. Bref, un bel exercice de transparence, mais qui pose plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Allez, on reste aux États-Unis, Sébastien, avec une disciple de Charles Manson qui se rapproche d'une possible libération conditionnelle. Elle s'appelle Leslie Van Houten, la plus jeune des adeptes du gourou sanguinaire, rendu célèbre par l'horrible meurtre notamment de Sharon Tate, la femme de Roman Polanski. Leslie Van Houten n'avait pas participé à ce crime, mais à celui du lendemain, l'assassinat du couple LaBianca à coups de couteau le 10 août 1969. Charles Manson, lui, est mort en prison en 2017 à l'âge de 83 ans. Son adepte, elle, a passé 50 ans derrière les barreaux et demande depuis des années sa libération conditionnelle. Libération plusieurs fois acceptée par la justice américaine qui estime que Leslie Van Houten était une détenue exemplaire après des décennies de thérapie. Décision à chaque fois bloquée par le veto des gouverneurs de Californie. Ce qui change cette fois, c'est qu'une cour d'appel a annulé la décision du gouverneur actuel, ouvrant donc la voie à une possible libération. The youngest Charles Manson family member, the notorious Leslie Van Houten. Les médias américains ont au fait de se saisir de l'affaire. L'histoire de Charles Manson, qui voulait déclencher par ses meurtres une guerre raciale aux États-Unis, continue de fasciner, sauf qu'on est loin d'une
libération effective car le gouverneur de Californie peut toujours faire appel et porter l'affaire devant la Cour suprême, ce qui prendrait donc encore des années. On termine en Algérie, Sébastien, avec bientôt une statue géante de l'émir Abdelkader au-dessus d'Oran. L'émir Abdelkader, figure emblématique de la lutte contre l'occupation française au 19e siècle, symbole de la lutte contre la colonisation. Une statue géante du résistant se dressera donc dès la fin de 2024 au cœur de la ville portuaire d'Oran, sur le mont Mourjajo, qui culmine à 429 mètres d'altitude. Une décision du président de la République, Tebboune, en personne. On entend là le Wali, le préfet d'Oran, raconter fièrement qu'avec une hauteur de 42 mètres selon lui, la statue dépassera la plus haute statue du monde qui domine la ville de Rio au Brésil, le fameux Christ Rédempteur qui ne fait en fait que 39 mètres de haut. La presse algérienne s'est empressée de tempérer toutefois les ardeurs des autorités. Le Christ Rédempteur de Rio sur le Corcovado n'est pas la plus haute statue du monde, mais c'est la statue de l'unité en Inde, 182 mètres, qui détient le record. Par ailleurs, sur les réseaux sociaux, certains considèrent que la construction de statues est contraire à l'islam. Et puis enfin, il y a le coût de cette structure, 8 millions d'euros pour les hôpitaux, les centres de recherche et les autres infrastructures stratégiques. Les Algériens attendront, écrit un éditorialiste, ajoutant que c'était une preuve de plus que le régime d'Alger continue d'instrumentaliser la mémoire de la résistance algérienne. Sébastien Logénie est sous les radars. Merci beaucoup. Vous partez, Sébastien, avec une chanson que j'adore littéralement et qui fleure bon l'enfance. Vous vous souvenez de Roger Glover? Mais non, pas du tout. Mais si, bien sûr. Le clip oui. de la grenouille qui joue de la guitare. Oui, bien sûr. Ben voilà. De Frog. Et ben voilà, c'est elle. Love is all. Love is all et la grenouille de Roger Glover, ça nous fait vraiment un bien fou. Sa grenouille aussi est toujours à Bruxelles et au Parlement. Angélique Bois nous attend. France Inter. Je suis venu vous parler d'Europe. The European Union General. Un jour dans le monde. Et Angélique, question donc, comment protéger les élections européennes de 2024 des ingérences étrangères? C'était l'un des sujets du jour au Parlement européen.
Oui, les eurodéputés que l'on sent pour la plupart encore chamboulés par le Qatargate s'attendent dans les prochains mois, Fabienne, à une aggravation de l'ingérence étrangère et de la manipulation de l'information. Alors à l'approche des élections, ils estiment qu'il y a un vrai risque que ces attaques contre la démocratie deviennent de plus en plus sophistiquées et que l'on assiste, en pire, à ce qui était décrit ce matin à la tribune du Parlement par Raphaël Glucksmann, l'eurodéputé français qui préside la commission spéciale sur les ingérences étrangères. Financement de partis politiques anti-Union européenne, cyberattaques, campagnes de désinformation, corruption des élites, la guerre hybride que des régimes hostiles ont lancée contre nos démocraties et que nos dirigeants ont si longtemps refusé de voir, prend différentes formes. Elle prend parfois dans nos téléphones, sur nos réseaux sociaux, le visage d'un troll ou d'un bot élevé dans les fermes d'Evgeny Prigojine à Saint-Pétersbourg. Le constat de notre commission est implacable. Les campagnes de manipulation de l'information sont une arme de destruction démocratique massive. Et tout cela, Angélique, est détaillé dans un rapport parlementaire qui a été adopté à une très large majorité ce matin. Oui, issu de 3 ans d'enquête avec des conclusions qualifiées de vertigineuses par Raphaël Glucksmann. C'est un rapport adopté par 469 eurodéputés. 71 ont voté contre, 75 se sont abstenus. Ce texte dénonce en particulier l'ingérence russe et chinoise au sein de l'Union européenne, mais aussi dans les pays candidats à l'UE comme les Balkans occidentaux et les pays du Sud. Il liste les failles et condamne, c'est un exemple parmi d'autres, le dangereux phénomène de la désinformation à la carte. Ce sont ces prestations d'officines illégales ou même d'entreprises qui ont pignon sur rue, qui fournissent des campagnes de désinformation clés en main. Elles les vendent à des acteurs gouvernementaux ou privés malveillants. Un phénomène, Fabienne, révélé notamment récemment par notre confrère Frédéric Mettezo, qui a d'ailleurs été auditionné la semaine dernière par les eurodéputés. Alors les élus font une liste de recommandations. Interdire par exemple TikTok très largement partout dans tous les gouvernements nationaux, exclure dans les institutions l'usage de logiciels qui seraient fabriqués par des pays dits à haut risque, mieux contrôler le financement d'activités politiques. La liste est longue et devrait inspirer, c'est le but, la commission qui doit présenter dans les prochaines semaines son très attendu plan d'action pour défendre notre démocratie. Et alors le Parlement européen doit aussi se protéger lui-même, Angélique, des attaques extérieures. Ah oui, le Qatargate a de nouveau montré la grande fragilité de cette institution, soumise à l'influence d'États extérieurs comme le Qatar ou le Maroc. Et ce matin, un autre rapport parlementaire abordait plus spécifiquement les leçons à tirer de ce scandale de corruption. Ces rédacteurs réclament plus de transparence, plus de contrôle. Ils proposent par exemple de créer une haute autorité éthique indépendante à l'image de celle que nous avons en France. Ils appellent à un renforcement des règles de publication des rendez-vous des élus, à la publication obligatoire de leurs revenus annexes pour traquer les conflits d'intérêts. Ils veulent obligatoirement aussi une déclaration de patrimoine en début et en fin de mandat. Ils proposent une vigilance accrue sur les recrutements. Rappelez-vous, en 2019, on avait découvert que la fille du porte-parole du Kremlin était stagiaire au Parlement. Il faudra aussi mieux contrôler les ONG, a expliqué lors de son point de presse l'eurodéputée française Nathalie Loiseau, qui est co-rapporteur de ce rapport et qui listait alors tous les domaines sensibles. Une attention portée aussi à la question de la transparence des ONG, dont nous mesurons parfaitement le caractère délicat, mais nous ne pouvons pas ignorer que si nous avons appris qu'un scandale, le Qatargate, avait lieu au sein même de notre Parlement, nous avons aussi appris qu'une ONG bidon en était le véhicule. Des recommandations dont on verra si elles ont été entendues, notamment par la Commission qui planche aussi sur ce sujet. Elle doit présenter la semaine prochaine son code éthique interinstitutionnel. Et les premières fuites dans la presse ont fait se dresser certains cheveux. La création d'une haute autorité dotée de pouvoirs de sanction ne semble pas à l'ordre du jour. On verra, Fabienne, sur pièce. Mais certains redoutent que l'émoi provoqué par ce scandale du Qatargate ne retombe comme un soufflet. Angélique Boin avec nous depuis Bruxelles. Angélique, merci beaucoup et à jeudi prochain. Fabienne Synthèse, le 18-20. Le monde d'après de Franck Madevon. Franck, la conférence de Bonn sur le changement climatique s'ouvrira lundi. C'est le prélude à la COP 28 prévue à l'automne prochain aux Émirats Arabes Unis. Cette COP n'en finit pas de créer la polémique au point de perdre toute crédibilité. Ouais, c'est à croire que les organisateurs de la COP 28 ont voulu envoyer délibérément des mauvais signaux. Tout est réuni pour que l'opinion internationale ait l'impression que le défi climatique n'est pas un enjeu majeur. D'abord, cette COP 28 aura donc lieu au
aux Émirats du 30 novembre au 12 décembre. Et les Émirats, c'est un peu l'antithèse d'un monde soucieux du réchauffement climatique. C'est le pays de l'hyperconsommation, des voitures de luxe et des jets privés et de la climatisation à outrance. En prime, comme le pointe aujourd'hui un rapport d'Amnesty International, les Émirats affichent un triste bilan en matière de droits humains. Sur ce point, l'Égypte, hôte de la dernière COP, ne présentait pas une meilleure copie. Amnesty souligne que la société civile émiratie est bâillonnée. La répression est sévère pour les citoyens qui osent critiquer les autorités ou appeler à plus de démocratie. Et les Émirats continuent par ailleurs à développer des énergies fossiles. Oui, c'est le moment dans cette chronique de rappeler qui va présider la COP28. Sultan Al-Jaber, à savoir le ministre émirati de l'Industrie et le patron du géant pétrolier national, ADNOC. Autre manière de le dire, les énergies fossiles sont en grande partie responsables du changement climatique et l'homme nommé à la tête de l'organisation censée trouver des compromis pour limiter le réchauffement est donc un lobbyiste du pétrole. Cherchez l'erreur. Les Émirats sont un des grands producteurs mondiaux. Ils contrôlent environ 6% des réserves de pétrole du globe. La semaine dernière, quelques 130 élus du Congrès américain et du Parlement européen ont signé une lettre demandant le retrait d'Al-Jaber de la présidence de la COP28. Ils déplorent d'une manière générale l'influence des industries polluantes dans ces réunions climatiques. Des ONG ont déjà protesté en janvier. Beaucoup de militants formulent leurs critiques. Ainsi, c'est un peu, Fabienne, comme si on nommait un trafiquant d'armes pour diriger des négociations de paix. Mais alors la réponse des Émirats ? Eh bien, le pays assure que Sultan Al-Jaber est l'homme de la situation. Il a, c'est vrai, fondé aussi un groupe spécialisé dans les énergies renouvelables. Il est soutenu par des figures internationales comme John Kerry, l'envoyé spécial américain pour le climat, pour qui les États pétroliers du Golfe doivent justement préparer la transition écologique. Mais en réalité, et Amnesty le souligne aussi dans son rapport, les Émirats ne mènent pas une politique qui vise à réduire la production de combustibles fossiles. Les pays du Golfe misent plutôt sur le captage et le stockage du dioxyde de carbone. Sultan Al-Jaber l'admet lui-même, les énergies renouvelables ne peuvent pas être la seule réponse. Or, pour beaucoup d'experts, cette technologie est balbutiante et très coûteuse. Un détail encore, le Guardian a révélé cette semaine que la page Wikipédia du patron de la COP28 avait été modifiée pour verdir son image. Des utilisateurs sont intervenus pour que le parcours de Sultan Al-Jaber apparaisse un peu plus écolo, en supprimant par exemple la mention d'un accord sur le développement d'oléoducs. Et puis les Occidentaux, Franck, semblent de plus en plus embarrassés par cette COP28. Ben oui, c'est une COP importante. 8 ans après, il faudra faire le bilan de l'accord de Paris, évaluer les progrès accomplis. Difficile d'être ambitieux dans le contexte qu'on vient de décrire. Mais l'Occident hésite à protester. Les Émirats sont un précieux allié dans le Golfe. Un pays en particulier a du mal à masquer son embarras, la France. Paris s'est beaucoup rapproché d'Abu Dhabi ces dernières années. Accords militaires dans le domaine de l'énergie, des transports. L'influent président Mohamed Ben Zayed était encore à l'Élysée le mois dernier. La France est prête à avaler quelques couleuvres au nom de la réelle politique, mais un sujet pourrait tendre les relations avec Paris ou Washington. Les Émirats ont invité à la COP28 Bachar el-Assad. Ce serait le premier sommet international du tyran syrien depuis le déclenchement de la guerre en Syrie en 2011. Difficile là de fermer les yeux sur cette réhabilitation. Le Monde d'après, signé Franck Madvon tous les soirs dans Un jour dans le monde. Le 18-20, la suite c'est le téléphone sonne, mais juste avant, il y a le journal d'Hélène Philly, il est 19h.